Bonjour et merci à tous d'être là aujourd'hui pour ce webinaire sur l'introduction à la création de richesses. Donc, on est ensemble à peu près jusqu'à 18h30 et ce webinaire a pour vocation de vous aider, de vous familiariser avec la notion de création de richesse et de vous donner les bases pour que vous puissiez entrer dans cette démarche. Donc là, dans l'immédiat, le premier point que je mets en avant, c'est, bon, je vous ai tous mis sur muet pour éviter qu'il y ait du bruit de fond pendant que vous ne participiez pas. Je vais vous inviter aussi à mettre vos portables sur silencieux pour pouvoir vous concentrer et profiter un maximum de ce webinaire. Et je précise aussi, dans une ambiance, on va dire, détendue, où l'idée, c'est vraiment d'avoir des échanges entre vous, entre nous tous, de partager des idées, parce que je ne me positionne pas comme un professeur, comme quelqu'un qui détient toute la connaissance, mais vraiment comme une facilitatrice. Et donc, j'ai des connaissances, vous en avez, et l'idée, c'est qu'ensemble, on arrive à construire quelque chose et qu'on ressorte ici plus riche. Donc, votre participation à des autres. Donc, voilà pour les règles de jeu préliminaires. Je vais en profiter également pour me présenter. Donc, je suis Adolé Akpabi. Je suis togolaise et française, basée au Sénégal depuis bientôt 7 ans maintenant. Je suis diplômée d'HEC Paris où j'ai obtenu un master en économie financière. Je suis formatrice et aussi du KBB, du programme KBB, Knowledge Business Broker. Donc, je me positionne aujourd'hui comme consultante en management à la finance et au développement personnel. J'ai également eu l'opportunité de traduire un livre qui s'appelle le Top Manager, d'aider les personnes qui sont à des fonctions managériales ou les personnes qui aspirent à être à de telles fonctions à avoir une meilleure compréhension de leur rôle et avoir dans leurs fonctions. En parallèle, je représente aussi une structure qui s'appelle Prime Dash et qui propose un logiciel financier d'aide à la prise de décision pour les dirigeants d'entreprise. Donc, voilà. Globalement, je vais vous demander, parmi vous aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dirigeants d'entreprise? Est-ce qu'il y a des dirigeants, des managers de services? Vous pouvez mettre vos réponses dans le chat. Est-ce qu'il y a parmi vous des dirigeants d'entreprise ou des managers de services? Super. Thierry Renango est entrepreneur et manager de département. Aïdara est dirigeant. OK. Super. D'accord. Donc, merci déjà pour ces contributions. J'imagine qu'il y en a d'autres parmi vous, mais qui n'ont pas pris la parole. Donc, à mon sens, en tant que dirigeant, manager d'une entreprise ou d'un département, d'un service, nous sommes tous entrepreneurs. Pourquoi? Parce que le rôle d'un entrepreneur, c'est de créer pour son entreprise, pour sa structure. Et lorsqu'on gère un centre de coûts, c'est sûr que cette notion de création de richesse est très subtile, mais elle est clairement palpable lorsqu'on gère un centre de profit parce qu'elle doit forcément se traduire d'un point de vue financier. Alors, certains d'entre vous se demandent peut-être ce que c'est qu'un centre de coûts, ce que c'est qu'un centre de profit. Donc, un centre de profit, ça va être par exemple le service commercial d'une entreprise qui clairement, donc on peut identifier la performance du service financier qu'ils ont sur l'entreprise. Après, on va avoir les centres de coûts qui, eux, ne sont pas directement liés à la performance financière de l'entreprise de manière très terre à terre,
ça va être toutes les fonctions support comme les RH, la fonction financière notamment, et d'autres services administratifs qui vont venir là, qui les autres, parce que il faut des RH pour recruter les bonnes personnes, et c'est ces personnes notamment qui vont être les commerciaux qui vont permettre à l'entreprise. Ces services-là, généralement, sont très peu considérés dans certaines entreprises parce que généralement, notamment les services financiers, on dit ce sont les empêcheurs de tourner en rond parce qu'ils font des arbitrages budgétaires, alors que les commerciaux, par exemple, vont estimer qu'ils ont certains besoins et qu'il faudrait leur donner les moyens de… voilà un peu la différence entre les centres de coûts et les centres de profit. Donc, si on revient à la notion dans un contexte un peu plus personnel. Pour vous, est-ce qu'il est normal de travailler pour une entreprise qui ne vous paie pas? Si ça doit être vous ou un de vos proches qui travaille pour une entreprise, sachant que la personne en question est pleinement qualifiée et fait son travail correctement et que cette entreprise ne la rémunère pas. Est-ce que ce serait quelque chose qui vous semblerait normal? Donc, vous pouvez répondre dans le chat, sinon vous pouvez également… Est-ce que c'est normal de payer pour une entreprise qui ne paie pas? Aïdara, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Alors, Thierry nous dit le travail bénévole ou le travail qu'il considère comme sa source principale de revenus. En tout état de cause, ici, il s'agit du travail qui est sa source principale de revenus. Du coup, Thierry, tu veux peut-être t'exprimer sur le sujet? Tu peux réactiver ton micro Bonsoir si tu tout le le monde souhaites. et merci pour l'invitation à participer à cette première séance. Si sa principale source de revenus, il va de soi que l'employé va attendre à être rémunéré à la fin du mois parce que derrière ça, il engage pas mal de OK, choses. Donc, est-ce que c'est d'accord. normal? Je dirais non. Mais si on est OK, dans le cadre où c'est un travail bénévole, comme les uns et les autres doivent sûrement le faire pour les activités qui leur tiennent à cœur, là, oui, on n'attend pas la motivation ou le revenu est autre que oui, pécunier. d'accord. Donc, je OK, pense que tout dépend dans le cas de figure dans lequel on se pose. d'accord. Merci beaucoup, Thierry. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une contribution? OK. Alors, donc on a Boubacar, c'est à mon niveau seulement. Alors, les autres, vous m'entendez bien parce que Boubacar a l'air d'avoir un problème au niveau du son. Dites juste oui dans le chat. Alors, Aïdara, si c'est pour une entreprise, la rémunération est obligatoire si ce n'est pas le cas d'une organisation à but non lucratif. OK. D'accord, apparemment, ça a entrecoupé. OK. Donc, merci. Alors, donc, effectivement, globalement, ici, la réponse est non, sauf éventuellement dans le cas d'une activité bénévole. Et maintenant, si je vous dis que la personne concernée travaille, elle est rémunérée, mais elle est mal rémunérée, est-ce que ça vous semble plus normal? Alors, est-ce que ça vous semble plus normal que la personne soit rémunérée, mais que cette fois, elle ne soit pas rémunérée à la hauteur de son travail, à la hauteur de ce qu'elle mérite?
Alors, qui veut prendre la parole? N'hésitez pas à lever la main. Alors, je vais peut-être demander à Gaius Yokosi. Oui. Que penses-tu de cette deuxième situation? Qu'une personne travaille pour une entreprise et qu'elle ne soit pas rémunérée à la hauteur de ses attentes, c'est cela? Oui, de ce qu'elle mérite, de ce qu'elle devrait normalement recevoir. Oui, ça me semble plus compréhensible. Tout travail mérite salaire déjà. Donc, en tant qu'employé d'une entreprise, j'attends que je sois rémunéré. Parce que déjà, il y a le coût. Je vais au travail, il y a un transport, il y a généralement des charges derrière, il y a des incidences. Maintenant, si je ne suis pas suffisamment payé, ça peut se comprendre. Ça peut être peut-être par rapport à la situation que traverse l'entreprise, ça peut être peut-être par rapport au niveau d'expérience. Donc, ça me paraît totalement plus compréhensible que la première situation où je travaille pour rien du tout. D'accord. OK. Merci beaucoup, Gaius, pour cette contribution. Entre-temps, on a aussi Aïdara sur le chat qui nous a dit « Tout dépend des bases sur lesquelles l'employeur et l'employé sont tombés d'accord. » Bref, le contrat ou le contrat. Est-ce qu'il existe une structure qui rémunère à la hauteur du travail de l'employé ou des attentes de l'employeur? Bonne question, Thierry. Alors, en tout état de cause, donc ici, il semble qu'il y ait quelques réponses qui disent que c'est plus compréhensible qu'on soit payé mais mal payé en fonction de la situation de l'entreprise. En fonction de la situation de l'entreprise et en fonction de l'expérience, notamment. OK. Donc, globalement, vous êtes d'accord pour dire que ce n'est pas normal de travailler et de ne pas être rémunéré. Et dans le cas où on serait mal rémunéré, il y aurait peut-être des situations, des circonstances atténuantes pour l'entreprise. Et il y aurait des éléments qui auraient fait que l'employeur et l'employé se seraient éventuellement entendus. OK. Donc, globalement, on va dire qu'on est d'accord pour dire que tout travail mérite salaire. Alors, est-ce qu'il y a des employés indispensables? Est-ce qu'il y a des employés indispensables? Ça, c'est une question d'ordre un peu plus générique. C'est une bonne question. En fonction des entreprises, on donnera des, des réponses qui ne seront pas forcément les mêmes. On pourra revoir ça un peu plus tard éventuellement. Alors, donc globalement, cette notion de se dire que tout travail mérite salaire, elle reste vraie, même pour un dirigeant d'entreprise qui a la même logique, parce que lui, il n'est pas employé d'une boîte qui va lui verser un salaire, mais en tout état de cause, un dirigeant d'entreprise ne va pas maintenir une activité qui ne lui est pas profitable et qui ne l'enrichit pas. Il ne va pas maintenir qui ne lui est pas profitable et ne l'enrichit pas. Donc, à nos échelles et collectives, on peut aussi considérer que notre temps, énergie, notre intelligence et notre argent sont des ressources que nous investissons, que nous dépensons en vue de créer plus de richesses à nos échelles individuelles et collectives. Et personne, dans une situation saine, ne va maintenir une situation qui ne lui est pas favorable, une situation qui ne lui est pas bénéfique. Les seules circonstances dans lesquelles quelqu'un va accepter une situation défavorable, ça va être notamment lorsqu'il va y avoir des facteurs de l'ordre de l'émotionnel ou de l'intérêt général qui vont entrer en ligne de compte et qui vont faire qu'effectivement, la personne va accepter cette situation. D'une manière ou d'une autre, elle lui trouve un intérêt qui n'est pas pécunier. Donc, j'allais dire, quand on a parlé de la situation de l'entreprise, effectivement, si on est dans une entreprise depuis un moment et que l'entreprise, effectivement, ne gagne pas d'argent, on peut rester fidèle à cette entreprise à cause de ses valeurs, à cause de l'attachement qu'on a et à cause de l'ambiance dans laquelle on a été. Et notamment là, en période de Covid, on accepte de voir des salaires diminuer. Pourquoi? Parce que autrement, les choses ne peuvent pas fonctionner. C'est dans l'intérêt général. Alors, Aïdara a levé la main. Je vais peut-être voir. Aïdara, du coup, vous pouvez réactiver votre micro pour prendre la parole. Aïdara? OK. C'était peut-être une erreur, sinon il y a toujours le chat. OK. Donc, merci beaucoup.
Donc, tout ce que je viens de dire là, à nos échelles individuelles, on a des ressources qu'on investit pour créer plus de richesses à nos échelles individuelles et collectives. Ça reste vrai pour une entreprise ou un service dont l'ensemble des ressources doivent également contribuer à la création de richesses globales. Donc, l'objectif de cette formation, de ce webinaire, est de vous permettre d'avoir les bases pour vous permettre justement de pouvoir créer de la richesse de manière efficace et efficiente. Donc, on va voir aujourd'hui quels sont les différents types de coûts d'une entreprise, quels sont les différents niveaux de rentabilité qu'on peut identifier d'une entreprise, et finalement, on va s'intéresser à la notion de seuil de rentabilité parce qu'avant de pouvoir créer de la richesse, il faut pouvoir savoir de quoi on parle. En effet, pour pouvoir atteindre des objectifs, il faut avoir une idée très claire des objectifs que l'on vise, mais aussi des déterminants, des facteurs qui vont nous permettre de pouvoir atteindre ces objectifs ou, à contrario, des éléments qui vont nous en empêcher, avant de décider de passer à l'action de manière éclairée pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, du coup, je vais commencer par vous demander, d'après vous, quels sont les différents types de coûts qu'on peut identifier dans une entreprise? Alors, vous pouvez répondre dans le chat ou demander à prendre la parole. Donc, on a les coûts directs et indirects pour Thierry. Merci beaucoup. On a aussi les coûts d'exploitation. D'accord. Fixe et variable. OK. Les coûts d'investissement. Coûts incompressibles. Les coûts de non-qualité. OK. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? D'accord, bah super. Effectivement, ce que vous dites, ça fait sens. C'est effectivement des éléments qu'on peut prendre pour catégoriser les coûts. Donc, coût d'exploitation, globalement, c'est l'ensemble des dépenses qui vont être liées à l'exploitation, au fonctionnement de l'entreprise. Donc, ce qu'elle va faire au quotidien pour pouvoir être en activité. On a des coûts incompressibles. Quand on parle de coûts incompressibles, en général, on parle des coûts auxquels l'entreprise ne peut pas échapper, les coûts qu'elle est obligée de supporter. Donc, ensuite, on a des coûts de non-qualité. Quand on parle de coûts de non-qualité, en vrai, ça va être des coûts que l'entreprise va supporter parce qu'elle n'a pas un fonctionnement optimisé. Et donc, c'est pas une ligne de coûts en tant que telle qu'on va mettre dans cette catégorie-là, mais c'est plutôt des coûts qu'on va évaluer comme étant l'impact d'une situation anormale de l'entreprise. Donc, des coûts que l'entreprise pourrait éviter si elle fonctionnait mieux. Et effectivement, on va avoir tout ce qui est investissement, coût fixe, coût variable, coût direct, sachant que tout ce qui est indirect, indirect, ça va être l'opposé des coûts directs. Donc, merci à Samuel Ouattara qui vient de nous rejoindre. Et donc, effectivement, la présentation est enregistrée et vous pourrez… ah oui, je vais voir si je diffuse le replay après. Donc, merci beaucoup. Donc, tous les éléments que vous avez dit font sens et ils vont dans la logique de ce que je vais partager avec vous, sachant que moi, je souhaiterais que vous reteniez 4 catégories principales de coûts qui vont vous servir dans la démarche analytique et dans l'analyse de la création de richesse de votre entreprise. Ces 4 catégories vont être les investissements, les coûts fixes, les coûts variables et finalement les coûts directs qui sont une catégorie spécifique de coûts variables. Ça veut dire que les coûts directs sont inclus dans les coûts variables. Donc,
si je dois vous expliquer plus précisément ce qu'on a dans chacun des cas. Les investissements, en fait, ça va être des dépenses qui vont être réalisées pour acquérir des biens tangibles ou intangibles. Tangible, ça veut dire matériel qu'on peut toucher, qu'on peut voir, etc. Intangible, ça va être de l'immatériel, des choses qui ne sont pas palpables, de l'ordre de l'intellect, de l'ordre des logiciels, par exemple. Donc, on va acquérir des biens tangibles ou intangibles qui vont avoir de la valeur à long terme. À long terme, ici, ça veut dire au-delà d'un an, parce qu'un an, c'est la durée de l'exercice fiscal de l'entreprise. Et on estime que le long terme, c'est lorsqu'on dépasse cet exercice fiscal sur lequel on évalue généralement la performance de l'entreprise. Donc, ces biens qu'on va acquérir à long terme vont intégrer le patrimoine de l'entreprise. Et globalement, la plupart d'entre eux vont être amortissables. Amortissable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces biens-là vont s'user dans le temps, ils vont perdre de la valeur dans le temps et cette perte de valeur va se matérialiser par l'amortissement. Donc, si je dois vous citer un exemple, si je prends l'exemple d'une voiture, une voiture, c'est un bien amortissable. On considère qu'il peut perdre sa valeur sur à peu près 5 ans. Donc, on va amortir la valeur sur 5 ans et dans une logique linéaire, ça veut dire que la voiture va perdre 1/5 de sa valeur chaque année. Par ailleurs, on peut avoir des dépréciations pour certains éléments. Une dépréciation, ça va être une perte de valeur exceptionnelle qui n'est pas de l'ordre de l'usure naturelle. Donc, par exemple, si j'ai un ordinateur, il tombe, l'écran se casse, il va être déprécié parce que je ne vais pas pouvoir le vendre au même prix. Donc, si ces notions ne sont pas suffisamment claires pour vous, n'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse y répondre. Alors, j'ai dit que les investissements étaient souvent amortissables. C'est le cas d'une voiture, mais ce n'est pas le cas de tous les investissements. Par exemple, si j'achète un terrain, le terrain ne sera pas amortissable parce qu'il n'est pas censé perdre de sa valeur au fil du temps. Un terrain ne s'use pas parce que les années sont passées. Il peut s'apprécier en fonction des cours du marché ou se déprécier en fonction d'autres facteurs, mais il ne s'amortit pas. Et si je dois vous citer d'autres exemples d'amortissement, donc j'ai cité le terrain, la voiture, le matériel informatique, les meubles. On peut avoir notamment tout ce qui est logiciel dans le côté immatériel. On peut avoir des brevets, on peut avoir des marques qui sont déposées. Tout ça, ça va représenter des investissements pour l'entreprise. Ensuite, si je passe aux coûts fixes. Les coûts fixes, ça va être des dépenses qui vont être réalisées toujours pour acquérir des biens tangibles ou intangibles, mais qui cette fois vont avoir de la valeur à court ou moyen terme. Donc, à court ou moyen terme, ça veut dire moins d'un an sur la durée de l'exercice fiscal de l'entreprise. La spécificité des coûts fixes, c'est qu'ils vont être récurrents et que l'entreprise va devoir les supporter, qu'il y ait de l'activité ou pas, qu'elle produise ou pas, qu'elle vende ou pas. Donc, dans ces coûts fixes, on peut retrouver des éléments comme le loyer, le salaire du personnel, l'eau, l'électricité, dans la plupart des cas. Sachant qu'on a la possibilité que certains éléments de coûts fixes se déprécient, notamment lorsque c'est des éléments qui sont stockés et qui sont endommagés à un moment donné. Par exemple, si j'ai des fournitures de bureau et qu'à un moment, une partie de ces fournitures de bureau sont endommagées, il y aura une dépréciation sur ce poste de coût. Ensuite, on a les coûts variables qui servent toujours à acquérir des biens tangibles ou intangibles qui vont avoir de la valeur à court ou moyen terme. Mais la spécificité des coûts variables, c'est qu'ils sont liés à l'activité de l'entreprise. Ces coûts vont évoluer et augmenter en fonction de l'activité de l'entreprise. Ça veut dire que plus je vais produire, plus je vais vendre et plus mes coûts variables vont être élevés. À titre d'exemple, on peut citer les frais de transport de marchandises, les frais de péage liés au transport des marchandises. On peut citer des achats de matières premières et on peut citer des commissions de vente, par exemple. Et finalement, la dernière catégorie de coûts, ça va être les coûts directs, qui sont une catégorie spécifique de coûts variables, comme on l'a dit. Et ce qui les caractérise en tant que tels, c'est que ces coûts directs peuvent être directement affectés aux éléments qui servent à produire et ou à vendre. Donc ici, on va retrouver, par exemple, l'achat des matières premières que j'ai citées tout à l'heure,
et les commissions des vendeurs. Parce que si je donne des commissions à mes vendeurs, je les verse en fonction des montants exacts qu'ils ont vendus, en fonction des produits exacts qu'ils ont vendus. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade? N'hésitez pas à les poser via le chat ou à lever la main. Vous n'avez pas de questions? Du coup, j'imagine que c'était suffisamment clair. Alors, je vais vous proposer qu'on fasse un petit exercice justement sur les différents types de coûts. Ici, on a l'entreprise Yaourt qui produit et vend des yaourts et on veut classer les différents coûts qu'on a ici dans les 4 catégories qu'on vient de voir. Donc, on va procéder, on va prendre chaque ligne de coût l'une après l'autre et vous allez me dire dans le chat ce que vous en pensez. À quelle catégorie ce coût appartient. Donc, on commence par l'achat de lait, d'après vous. Où est-ce qu'on peut mettre l'achat de lait? Alors, Jaë dit coût direct, Tamsir aussi dit coût direct. Effectivement, vous avez raison. L'achat de lait, c'est bien un coût direct parce que ici, c'est de la matière première et à chaque fois qu'on va produire un yaourt, on sait combien il nous faut pour le produire. OK. Direct. Ensuite, pour le frais de transport de marchandises, qu'est-ce que vous en dites? Beaucardier, peut-être une contribution? Tamsir dit variable. OK, merci. Bocard? Non, finalement. OK. D'autres contributions? Eric aussi dit variable. D'accord. Merci beaucoup. Effectivement, ici, on a bien un coût variable. Parce que, effectivement, les frais de transport de marchandises vont dépendre des quantités que je vais vendre, mais ils ne vont pas évoluer, évoluer de manière exactement corrélée aux quantités vendues. Parce qu'un jour, je peux avoir à payer des frais de transport parce que je loue un camion, qu'il soit complètement plein ou à moitié plein, ça ne change rien. Je devrais toujours payer le même prix pour la location du camion. Mais plus je produis, plus j'aurai à louer de camions et donc plus les coûts de location vont augmenter. C'est pour ça que ce sont des coûts variables. Pour l'eau, qu'est-ce que vous en dites? À quelle catégorie appartient l'eau? Alors, Aïdara dit direct, Eric dit fixe. OK, merci. Est-ce qu'on a d'autres contributions? N'hésitez pas à écrire ou à demander la parole. Hein. On est là pour ça. Et il n'y a pas de jugement. OK, merci Bocard pour direct. D'accord. Donc, j'ai des personnes qui disent direct et d'autres qui disent fixe. Je peux demander à Eric pourquoi vous dites fixe? Eric, si vous voulez juste nous dire pourquoi vous dites que c'est un coût fixe.
Et après, je demanderai éventuellement à Bokar ou à Aïdara de nous dire pourquoi ce serait un coût direct. Samuel Ouattara dit coût indirect. OK. Donc, Bokar ou Aïdara, est-ce que l'un d'entre vous veut nous dire pourquoi vous dites coût direct? OK, bon, c'est pas grave. Donc, en tout état de cause, ici, en fait, l'eau va plutôt être à cheval sur deux catégories qui vont être les coûts fixes et les coûts variables. Pourquoi? Parce que concrètement, de manière générale, quoi qu'il se passe, l'entreprise aura des factures d'eau à payer parce qu'elle existe, parce qu'elle a des employés et parce qu'ils sont là au quotidien. Donc ça fait que l'eau est une ressource que l'entreprise doit gérer quoi qu'il advienne. Et dans cette mesure-là, ce sera un coût fixe. Mais on est aussi dans une activité industrielle qui va consommer beaucoup d'eau, notamment pour le système de refroidissement des machines, etc. On va consommer de l'eau et du coup, cette part-là va être liée à l'activité et donc va être variable. Et il y a des coûts comme ça qui peuvent être à cheval sur deux catégories de coûts et il faut pouvoir bien identifier quelle part est fixe, quelle part est variable parce que ça va déterminer le seuil de rentabilité de l'entreprise. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises où la part variable va être limitée et du coup, on va tout considérer comme étant fixe parce que c'est vraiment marginal et d'autres au contraire où il va y avoir une très faible part fixe et c'est plutôt le variable qui va prendre le dessus et les gens vont avoir tendance à tout mettre en variable. Mais lorsque les deux postes sont assez significatifs ou en tout cas représentent une somme assez importante, ça vaut la peine, voire même c'est indispensable de faire la distinction entre les deux parties, savoir ce qui est consommé parce que l'entreprise est là et ce qui est consommé du fait de son activité en tant que telle. Donc, fixe et variable. Que dites-vous de l'achat de sucre? Quelqu'un me donne une contribution pour l'achat de sucre? Direct, effectivement, l'achat de sucre sera un coût direct parce qu'on sait quelle quantité de sucre il faut pour faire un yaourt et donc on peut rattacher on peut rattacher le coût et dire dans ce yaourt, j'ai dépensé tant en termes de sucre. Pour le péage autoroutier, qu'est-ce que vous en dites? Variable, OK. Effectivement, ça va être un coût variable. C'est comme pour les frais de transport de marchandises, ça va être lié, ça va évoluer de la même manière parce que en tout état de cause, je ne vais pas pouvoir déterminer que j'ai payé tant en péage pour la vente d'un yaourt, mais je sais que plus je vais avoir de yaourt, plus je vais avoir de livraison à faire et plus mes frais de... Donc, ce sera variable. Pour les frais de communication, ici, on parle de communication au sens de télécommunication, c'est-à-dire Internet, téléphone notamment. Alors, donc variable, c'était pour les frais de télécommunication, c'est ça? Fixe pour Tamsir. OK. Donc, effectivement, ça va être des coûts fixes parce que tous les mois, quelle que soit la quantité que je produis et que je vends, il va falloir que je paie mon abonnement d'Internet, mon abonnement téléphonique ou les crédits recherche de mon équipe. Ensuite, pour le loyer, qu'est-ce que vous en dites? OK, le loyer, effectivement, ce sera un coût fixe. On doit payer le loyer tous les mois, quoi qu'il advienne. Les achats d'emballage? Alors, Jaël disait, avec le roaming, la com devient vite variable. Alors, le montant de communication peut peut-être varier, mais ce qu'il faut retenir, c'est que
Variable, ça ne veut pas dire que le montant varie tout simplement. Ça veut dire que le montant varie en fonction de l'activité en tant que telle. Mais les frais de communication ne vont pas augmenter parce que j'ai vendu plus de yaourts ou diminuer parce que j'en ai vendu moins. Donc, du coup, ce n'est pas lié à l'activité en tant que telle. C'est comme pour l'électricité, il va y avoir des périodes où on va avoir une facture d'électricité plus importante, pas parce qu'on a produit plus, mais notamment, on est dans un pays chaud comme le Sénégal. Il y a un moment, on allume la clim et la facture, elle est multipliée par 3, elle est multipliée par 4. Mais ça reste un coût fixe parce que ce n'est pas déterminé par l'activité. OK, donc achat d'emballage, Souleymane Rabo a dit direct. Et effectivement, ce sera un coût direct parce que je sais qu'il me faut un pot pour faire un yaourt, etc. Pour l'assurance, que dites-vous de l'assurance? Fixe. Effectivement, l'assurance aussi sera un coût fixe. Le salaire du personnel, fixe également. Les commissions des vendeurs, variable. Alors, variable. Investissement. Alors, pour les commissions des vendeurs, oui, c'est variable, mais c'est même plus que variable, ça va être direct. Pourquoi? Parce que je vais rémunérer les vendeurs en fonction des quantités exactes qu'ils vont pouvoir vendre. Parce que si la commission, c'est 25 francs par yaourt, le vendeur, il aura 250 francs s'il vend 10 yaourts, il en aura 2500 s'il en vend 100, ainsi de suite. Donc, je peux dire exactement, voilà combien ça m'a coûté pour un yaourt ou pour telle quantité de yaourt. OK. Ensuite, on a l'achat de matériel informatique. L'achat de matériel informatique, Jahedi fixe. D'autres contributions? Eric dit investissement. OK. D'accord. Effectivement, ça va être un investissement parce que le matériel informatique, en fait, il va avoir une durée de vie qui va être au-delà d'une année. Généralement, j'allais dire le matériel informatique, c'est des éléments qui ont une valeur sur 3 ans et ils intègrent donc le patrimoine de l'entreprise. Et en tout état de cause, il va être amorti au fil des années pour dire voilà à quel point on a usé le matériel informatique. Mais à moins que mon activité ne soit de vendre du matériel informatique, ça ne va pas être dans les autres types de coûts, ça ne va pas être notamment, ça va pas être dans les coûts. Donc, ici, il s'agit bien d'un investissement. Je ne sais pas si ça fait sens pour tout le monde. C'est le matériel que l'équipe va utiliser au quotidien, mais il va intégrer le patrimoine et il ne va pas être consommé pendant l'exercice. Voilà pourquoi c'est un investissement. Du coup, merci Jaé pour le retour. Et pour l'électricité? Fixe, effectivement, ça va être un coût fixe. Mais comme pour l'eau tout à l'heure, il va aussi y avoir une part variable parce qu'on est dans une entreprise industrielle. Effectivement, merci Bokar. Et donc, il y a une partie qui va être consommée pour la production des yaourts. Et finalement, l'achat des lignes de yaourts industriels, c'est les machines qui vont permettre de faire les yaourts. Investissement, effectivement. C'est le matériel de production qui va rester dans l'entreprise à long terme et c'est un investissement. Merci beaucoup, c'est super. OK. Alors, du coup, maintenant, je vais vous demander, d'après vous, qu'est-ce que c'est que le chiffre d'affaires d'une entreprise?
Jae veut peut-être prendre la parole. Alors, Nadia. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on entend. Bonjour Adolé. Bonjour Jae. Merci déjà pour le partage de connaissances et les exercices très instructifs. Alors, je vais répondre de la façon la plus basique possible. Hein. Le chiffre d'affaires, c'est les volumes des ventes multipliés par le coût du produit ou du service qu'on vend. Les quantités multipliées par volume de vente multiplié par le coût du produit ou du service. D'accord. Coût du produit ou du service. Merci. Merci. Merci à toi. Alors, en parallèle, on a Nadia qui dit l'ensemble des ventes. OK. Alors, des ventes, des apports. Boubacar qui dit volume de ventes rapporté. Samuel, ensemble des ventes et des coûts ou charges. Et Nadia qui dit sans tenir des coûts et charges. OK. Alors, donc, concrètement, les éléments que vous dites font assez sens. Du coup, Jaël, là, si je me permets, donc, volume des ventes fois coût du produit ou service. Après, il faut voir ce que vous entendez par coût. Parce que si c'est le coût pour l'entreprise, ça ne sera pas ça, mais ce sera le coût pour l'utilisateur final, donc le prix de vente. Parce que le coût du produit, le coût de revient du produit est différent du prix de vente. C'est parce qu'il y a cette différence-là que l'entreprise va pouvoir faire des bénéfices. Donc, concrètement, au final, ça va être multiplié par le prix de vente. OK? Donc, lorsque vous parlez de volume des ventes, effectivement, ça a un lien avec le chiffre d'affaires. Sauf que si on parle de volume, on parle de la quantité, on n'est pas encore dans la valeur économique. Donc, effectivement, ça va être le volume multiplié par le prix. Et tout ça, ça va faire que, de manière très terre à terre, on va dire que le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des revenus générés par l'entreprise du fait de la vente de ses produits et ou de ses services. OK. Alors, prix d'achat hors taxe, prix d'achat pour le client final, du coup, et prix de vente pour l'entreprise. OK. Donc, merci beaucoup pour toutes ces contributions. Du coup, je vais passer à la question suivante. Qu'est-ce que c'est que la rentabilité de l'entreprise? Allez-y. Vous pouvez également prendre la parole dans le chat ou quelqu'un qui veut parler. Peut-être Eric. Eric, vous pouvez réactiver votre micro si vous le souhaitez. Alors, normalement, dans la barre, il y a plein d'icônes, une petite icône avec un micro qui doit être barré. Et du coup, il faudrait juste appuyer sur l'icône. Alors, Boubacar dit résultat net. Mais sinon, vous pouvez toujours écrire si ça ne marche pas. Résultat net. OK. Première proposition. Rentabilité, coût de vente moins dépenses. OK. Différence entre coût d'achat et vente. D'accord. Bénéfice. Et alors, j'ai aussi revenu. Résultat net par rapport aux capitaux propres. D'accord. OK.
quand le CA est supérieur au coût. D'accord. OK, super. Merci beaucoup pour toutes ces contributions. Donc, alors, je vais commencer par ce que la rentabilité n'est pas. Du coup, la rentabilité, ça ne va pas être les revenus. Pourquoi? Les revenus, justement, c'est le chiffre d'affaires. Enfin, c'est notamment le chiffre d'affaires, les revenus, c'est ce qui va rentrer. Mais elle n'est pas déterminée à la base de ce qui rentre. Ensuite, on a de coûts moins dépenses. Je m'invente moins les dépenses générées, donc a priori plutôt l'ensemble. Lorsque effectivement, on parle de bénéfices quand une entreprise est rentable, elle génère des bénéfices. Le résultat net, effectivement, ça va être une évaluation de la rentabilité de l'entreprise. Après, quand on la ramène sur les capitaux propres, on est plus dans la logique de l'investisseur qui regarde la rentabilité de son investissement, la rentabilité de son portefeuille. Après, d'un point de vue business, on ne va pas forcément le rapporter aux capitaux propres, on va plutôt le comparer au chiffre d'affaires. Et effectivement, une entreprise va être rentable quand son chiffre d'affaires va être supérieur à ses coûts. Alors, la rentabilité, c'est quand tu peux payer les investisseurs et avoir encore un peu d'argent dans la caisse pour le roulement. Oui, ça peut, j'allais dire effectivement, quand on est rentable, ça nous permet de pouvoir payer nos investisseurs s'ils le demandent et d'avoir des sous à réinvestir. Donc, de manière très concrète, merci beaucoup pour toutes vos contributions qui sont appréciables. Et donc, de manière très terre à terre, donc on a dit que le chiffre d'affaires, c'était l'ensemble des revenus générés par l'entreprise du fait de la vente de ses produits et services. Et la rentabilité, en fait, ça va être la création de richesse de l'entreprise qui est obtenue une fois qu'on déduit du chiffre d'affaires l'ensemble des charges qui ont servi à le générer. Donc, la rentabilité, ce n'est pas juste mon chiffre d'affaires parce qu'effectivement, beaucoup de chefs d'entreprise regardent leur chiffre d'affaires et en font leur principal indicateur. J'ai gagné un nouveau marché. Donc, à partir de là, j'ai 10 millions qui vont tomber. Donc, alhamdoulilah, tout va bien. Sauf qu'en fait, pour que tout aille bien, il faut que ce chiffre d'affaires soit supérieur aux charges. Et donc, on ait créé de la richesse. Parce que ce n'est que lorsqu'on a déduit des charges qu'on sait ce qu'on a apporté de plus, quelle est notre contribution, la contribution de notre activité en tant que telle. Donc, rentabilité égale création de richesse. Sachant qu'une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs niveaux d'analyse de la rentabilité. Le premier niveau d'analyse, ça va être lorsqu'on déduit du chiffre d'affaires les coûts directs qui ont servi à le générer. Donc ici, lorsqu'on déduit du chiffre d'affaires les coûts directs, on obtient la marge brute. Qu'est-ce que c'est? La marge brute, en fait, permet d'évaluer la capacité de l'entreprise à créer de la richesse du fait de la revente de ses produits et de ses services. L'histoire qu'elle nous raconte, c'est également la capacité de l'entreprise à négocier par rapport à ses clients et à ses fournisseurs. Pourquoi? Parce que plus j'ai de capacité de négociation vis-à-vis de mes clients, plus je vais pouvoir leur proposer des prix élevés et ils vont quand même acheter mes produits. Ça va être le cas notamment lorsque j'ai un service client, lorsque j'ai un super service client, que j'ai une bonne qualité de service ou lorsque je me différencie de manière significative par rapport à mes concurrents. C'est le cas, par exemple, d'Apple qui peut vendre des portables et des ordinateurs à des prix beaucoup plus élevés que ceux pratiqués par ses concurrents. Et inversement, côté fournisseur, plus mon pouvoir de négociation est élevé, plus je vais pouvoir négocier des prix bas, plus je vais acheter moins cher. Ça va être le cas notamment lorsque je suis le principal client de mon fournisseur, lorsque je lui achète en grande quantité ou lorsque j'ai une notoriété particulière. Donc, voilà en gros comment ça va se passer. Et pour cet exemple-là, on va pouvoir voir par exemple la comparaison entre les grandes surfaces, les supermarchés et les commerçants de quartier qui n'ont pas le même pouvoir de négociation vis-à-vis des grossistes, vis-à-vis des producteurs. Et donc,
les supermarchés se retrouvent avec un avantage compétitif parce qu'ils peuvent acheter moins cher et vendre moins cher. OK? Ensuite, une fois qu'on a la marge brute, le niveau suivant, c'est l'excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation s'obtient en déduisant des revenus, non seulement les coûts directs, mais également les autres coûts variables et les coûts fixes. Et ce qu'on calcule lorsqu'on calcule l'excédent brut d'exploitation, c'est la capacité de l'entreprise à créer de la richesse du fait de son activité. C'est, aujourd'hui, je suis là, je dépense un certain montant, électricité, eau, personnel, matières premières, etc. Tout ça pour produire quelque chose. Une fois que j'ai retiré toutes ces dépenses-là, quelle est la richesse que j'ai créée? Qu'est-ce que mon activité m'a rapporté? Voilà ce qu'est l'excédent brut d'exploitation. Et le dernier niveau qu'on a, c'est le résultat net, qui est la richesse qui appartient effectivement à l'entreprise une fois qu'elle a payé toutes ses parties prenantes. Donc, concrètement, ce paiement des parties prenantes va se manifester à travers l'amortissement et la dépréciation parce que l'entreprise a consommé une partie de sa propre richesse et donc, il faut qu'elle se rembourse. Ce n'est pas de la richesse en plus qu'elle a créée, ce qui a été consommé va juste être remplacé. Donc ça, c'est la première déduction qu'on fait avec l'amortissement et la dépréciation. Ensuite, il y a les intérêts éventuels que l'entreprise va devoir payer aux organismes qui ont pu la financer. Une banque, par exemple, qui va toucher des intérêts parce qu'elle a fait un prêt à l'entreprise. Et finalement, on va avoir l'impôt qui va être versé à l'État parce qu'on considère que l'État est aussi partie prenante de la création de richesse de l'entreprise. Parce que on estime qu'on est dans un pays qui a une certaine stabilité politique, un environnement économique plus ou moins favorable, des infrastructures de transport, de télécommunications, etc. Et c'est ça qui nous permet de fonctionner, qui permet à notre entreprise de fonctionner correctement, d'avoir les moyens qu'il lui faut pour vendre ses produits et créer de la richesse. Donc, il faut aussi partager cette richesse avec l'État. Donc, une fois qu'on a rémunéré toutes ces personnes avec ce qu'on a généré dans l'EBE, c'est là qu'on peut savoir si l'entreprise, il lui reste encore de l'argent pour réinvestir dans sa croissance et rémunérer ses actionnaires sous forme de dividendes. Parce qu'effectivement, ce qu'on crée, c'est censé pouvoir nous permettre de grandir, de faire encore plus et de rémunérer les personnes qui ont mis leur argent au départ, les personnes qui nous ont permis d'exister. Parce que si elles ont investi, c'est qu'à un moment, elles estimaient que ça allait leur apporter de l'argent. Voilà ce à quoi va servir le résultat net. Et une fois qu'on a calculé ces niveaux de rentabilité en montant, on peut calculer le taux de rentabilité de l'entreprise à chacun de ces niveaux, sachant que pour avoir le taux, il suffit de diviser le montant qu'on a obtenu par le montant du chiffre d'affaires. Donc, on aura le taux de marge brute en divisant la marge brute par le chiffre d'affaires. Le taux d'excédent brut d'exploitation en divisant l'excédent brut d'exploitation par le chiffre d'affaires et le taux de résultat net en divisant le résultat net par le chiffre d'affaires. Donc, si par exemple, je dis que j'ai un taux de marge brute de 90%, ça veut dire que une fois que j'ai payé mes coûts directs liés à mon activité, il me reste 90% de mon chiffre d'affaires pour payer mes autres charges et faire mes bénéfices. Si j'ai un taux d'excédent brut d'exploitation de 60%, ça veut dire qu'une fois que j'ai payé toutes mes charges de fonctionnement, il me reste 60% de mon chiffre d'affaires en termes de richesse créée. Ça va me permettre de rémunérer mes différentes parties prenantes, de réinvestir et de rémunérer mes actionnaires. Si j'ai un taux de résultat net de 20%, ça veut dire qu'une fois que j'ai payé toutes mes charges et rémunéré mes différentes parties prenantes, il reste 20% de mon chiffre d'affaires que je peux réinvestir dans l'entreprise pour la faire grandir et dont je peux verser une partie à mes actionnaires pour les récompenser, pour les rémunérer. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à intervenir dans le chat ou à demander à avoir la parole à l'oral. Oui, Jae, un instant. Tu peux activer ton micro?
C'est bon? Oui, c'est bon. Alors, tu as parlé de pourcentage sur la partie marge brute, excédent brut d'exploitation et résultat net. On a atterri finalement à 20% sur l'exemple que tu as donné. Est-ce que c'est une norme ou est-ce que, en fonction des secteurs d'activité, bon, je suppose que la réponse est oui, mais c'est quoi la bonne norme en fait? Ma question c'est ça, c'est quoi la bonne norme? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte qu'on est dans un pays où en fait les coûts directs, parce que tu as parlé tout à l'heure du Sénégal, je pense en particulier à Dakar, les coûts directs sont parfois un petit peu élevés, ce qui fait que la rentabilité, elle n'est pas forcément biaisée par l'absence de chiffre d'affaires, mais plus par des coûts directs fixes qui sont très élevés, en particulier le loyer, quoi. Quelqu'un qui est obligé de louer un immeuble pour pouvoir rentabiliser son activité, ben, il est malheureusement obligé d'augmenter ses prix ou de donner, de faire payer plus par rapport à ce qu'il est vraiment en train de rendre comme service à cause des coûts directs. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que tu as des choses à nous dire par rapport à ça? Alors, de manière très concrète, première chose, effectivement, comme tu lui as dit, je peux pas, comme tu l'as dit, pardon, je ne peux pas te donner une norme applicable à tout le monde. Parce qu'à chaque niveau, les taux de rentabilité vont dépendre effectivement d'une part du secteur d'activité et également de la taille de l'entreprise. Parce que il y a des secteurs comme les services où les coûts directs vont être extrêmement faibles parce que concrètement, on vend de la prestation intellectuelle, le personnel, il est en coût fixe et en plus, on le vend généralement beaucoup plus cher que ce qu'il ne nous coûte. Donc, dans les services, on va avoir des marges assez importantes au départ et l'enjeu, ça va être après, est-ce que, par exemple, par rapport à nos coûts fixes, ils sont suffisamment maîtrisés ou pas? Et c'est ce qui fait que l'entreprise, à la fin, va quand même gagner pas mal d'argent. Donc, une entreprise dans les services qui va avoir une bonne marge brute au départ, en fonction de, effectivement, est-ce qu'elle va louer un immeuble, est-ce qu'elle va louer un immeuble ou plusieurs étages dans un immeuble aux Almadies? Est-ce qu'elle va peut-être prendre un local de taille un peu plus modeste dans un quartier moins populaire, enfin moins huppé, etc. Tout ça, ça va faire la différence et va déterminer au final avec quoi elle va se retrouver en termes d'excédent brut d'exploitation déjà. Et dans le conseil, enfin notamment, on peut avoir des taux de marge brute de l'ordre de 90, 80%, des choses comme ça. Après, on va avoir d'autres industries, notamment l'agroalimentaire, où on va avoir des marges extrêmement faibles, déjà au niveau de la marge brute. Si on prend un produit très populaire comme le bouillon, ces entreprises-là sont extrêmement riches, mais pas parce qu'elles ont des taux de rentabilité élevés. Au contraire, c'est parce qu'elles peuvent faire beaucoup de volume. Là-bas, j'allais dire, au niveau de la marge brute, on est à 5%. Je pense que c'est déjà beaucoup pour un produit comme celui-là. Mais malgré tout, au regard du volume qui sera fait, ce taux de 5%, ça va permettre de couvrir toutes les autres charges variables et fixes de manière conséquente. Et il va encore en rester pas mal. Et l'entreprise va avoir un bon résultat net, en tout cas si elle est bien gérée. Donc, j'espère que ça a répondu à ta question. Et pour ce qui est des coûts fixes en tant que tels, après, j'allais dire de manière générale, ici en Afrique, il y a très peu de données par rapport au taux de rentabilité, etc. Mais en Europe notamment, il y a beaucoup d'études sectorielles qui sont faites et qui permettent de savoir que globalement, dans tel secteur, voilà ce qui est normal en termes de marge brute, en termes d'excédent brut d'exploitation, en termes de résultats nets, et avec éventuellement des variations qui vont être adaptées à la taille de l'entreprise. Et donc, ça permet d'avoir des benchmarks, d'avoir des best practices et de savoir effectivement comment se réajuster, qu'est-ce qui ne marche pas chez nous et où on peut aller chercher les problèmes dans notre structure de coûts. Alors, il y avait Ousseynou qui avait levé la main également. Du coup, Ousseynou, tu peux prendre la parole si tu le souhaites. Oui, Adolé Ousseynou, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Je voulais t'interpeller par rapport à cette dimension évoquée de paiement de dividendes aux actionnaires. Parce que depuis 15 ans que je suis dans des entreprises, enfin des projets d'entreprise, 3 ou 4, la question ne s'est jamais posée de cette façon-là.
c'est-à-dire que les actionnaires étaient plutôt intéressés parce qu'en plus d'être actionnaires, ils étaient collaborateurs, salariés, prestataires de l'entreprise. On n'a pas de bourse mobilière au Sénégal. On en a une pour toute l'UMOA, où il y a peut-être 2 grosses sociétés du Sénégal, la Sonatel et Total. Donc, j'ai l'impression que cette question de reversement de dividendes aux actionnaires n'est pas opérationnelle dans notre pays et n'est pas attendue par les associés d'une société. Moi, ce que je voyais, c'était aussi que des actionnaires mettaient de l'argent en compte courant associé et que peut-être en les remboursant, on avait un taux d'intérêt qu'on rajoutait à l'argent qu'ils avaient mis dans la société. Voilà, j'ai l'impression que ce n'est pas très opérationnel pour le Sénégal, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, j'allais dire, n'ayant pas été dans le conseil d'administration d'une entreprise en tant que telle, je ne peux pas te dire oui, effectivement ou non, mais j'imagine que c'est un constat que tu as fait. Après, ce n'est pas opérationnel, les gens ne le font pas. Pourquoi? Effectivement, comme le disait Eric, ça va dépendre du type de société et j'allais dire, ça va dépendre aussi parce que, enfin, il y a les grosses sociétés qui sont cotées en bourse et effectivement, elles, de toute façon, elles ont intérêt à ce que les gens viennent mettre leur argent et donc, elles vont verser des dividendes de temps en temps et c'est ça qui montre leur bonne santé, leur prospérité. Après, les entreprises dont tu parles, c'est peut-être déjà des entreprises qui ne sont pas suffisamment solides pour se dire qu'à un moment, elles ont fait un tel niveau de bénéfice que ça justifie qu'elles versent des dividendes. Il y a peut-être cette problématique de profitabilité à l'origine. Et puis, tu disais, c'est des gens qui travaillent aussi dans l'entreprise. Donc, peut-être que ces personnes-là, elles voient déjà leur rémunération en tant que salariés, en tant que prestataires de l'entreprise et qu'elles essaient de maximiser cette partie-là plutôt que de maximiser comment dire, la rentabilité des capitaux investis. Oui, si je peux me permettre, la plupart du temps, quand il y avait des excédents, on les mettait plutôt en provision pour les amortissements, en dotation, voilà, plutôt qu'en redistribution de dividendes, quoi. Oui, effectivement, c'est normal de mettre des dotations par rapport aux amortissements, etc. Et donc, ça, c'est nécessaire à la survie de l'entreprise. Donc, j'allais dire, si on n'a pas passé ce cap-là, en tout état de cause, il n'y a pas lieu de parler de distribution de dividendes parce qu'on n'a pas encore créé suffisamment de richesse. Ça va? OK, merci beaucoup. Thierry a posé une question, mais je pense qu'on y reviendra peut-être à la fin si on a un peu de temps, vu que ce n'est pas directement lié à la création de richesse, mais on pourra faire appel à l'intelligence collective pour cette question-là. Alors, du coup, merci pour toutes ces contributions et ces questions. Maintenant, je vais vous demander qu'est-ce que c'est, d'après vous, le seuil de rentabilité d'une entreprise? Pardon. Qu'est-ce que c'est que le seuil de rentabilité d'une entreprise? N'hésitez pas à écrire dans le chat. Ou à demander la parole. Alors, quand charge égale produit. D'accord? C'est nous. Merci beaucoup. D'autres contributions? Aïdara, Eric, Jaé, Thierry ou d'autres, n'hésitez pas. Souleymane, Boka.
Le niveau de production qui permet de couvrir les coûts de production. D'accord. OK. Le point au-delà duquel on gagne de l'argent. OK. Pourcentage minimum à partir duquel on est rentable. D'accord. Et niveau d'activité minimum. OK, merci beaucoup. Ce que vous avez dit, globalement, effectivement, ça renvoie bien au seuil de rentabilité. Donc, les charges qui sont égales au produit, la production qui permet de couvrir les coûts, au-delà duquel on gagne de l'argent, pourcentage minimum à partir duquel on est rentable. Là, peut-être à clarifier un peu, et le niveau d'activité minimum qui permet d'être rentable également. D'accord? Merci. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que vous savez comment on le calcule? Non. D'accord, OK. C'est pas bien grave. Du coup, OK, Rabo dit oui. Donc, comment pourrait-on le calculer? Pardon, Souleymane. Du coup, Souleymane, si tu veux partager avec les autres comment on peut le calculer, on est à ton écoute. Super, merci. N'hésite pas, enfin, tu peux aussi activer ton micro, peut-être que ça ira un peu plus vite. Ton micro, le micro est désactivé, donc si c'est possible de le réactiver. Pour l'instant, on n'entend pas, hein? Bon, peut-être qu'il y a un problème technique de ton côté, du coup, on ne t'entend pas. Désolée. OK, bah, c'est pas grave. Entre-temps, tu peux peut-être partager ta solution dans le chat et je vais poursuivre avec les éléments. Donc, comme on vient de dire, le seuil de rentabilité, aussi appelé point d'équilibre ou point mort, c'est le montant de chiffre d'affaires auquel l'entreprise ne fait ni perte ni profit. Donc, très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le chiffre d'affaires de l'entreprise est égal à l'ensemble de ses charges. Et donc, l'ensemble de ces charges ici, comme on le voit dans sa balance, c'est matérialisé par coût variable plus coût fixe. Et ici, quand on dit coût variable, on prend bien l'ensemble des coûts variables. Donc, on inclut également les coûts directs. Donc, au seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires qui est égal à l'ensemble des charges de l'entreprise, le chiffre d'affaires qui est égal à coût variable plus coût fixe. Et pour le calculer, là, vous avez tout un tas de formules. On ne va pas rentrer dans le détail de toutes les formules. On les verra plus en détail pour ceux qui feront la formation en tant que telle. Mais l'idée, c'est de vous dire qu'on peut calculer la marge sur coût variable de la même manière qu'on a calculé les différents niveaux de rentabilité qui sont la marge brute, l'excédent brut d'exploitation et le résultat net. Donc, on calcule la marge sur coût variable en déduisant du chiffre d'affaires l'ensemble des coûts directs. Donc, on déduit du chiffre d'affaires l'ensemble des coûts variables, pardon. Donc, les coûts directs et les autres coûts variables. Donc, ce serait le niveau intermédiaire entre la marge brute
et l'excédent brut d'exploitation. Donc, une fois qu'on a calculé la marge sur coût variable, on calcule le taux de marge sur coût variable de la même manière qu'on a calculé les autres taux en divisant la marge sur coût variable par le chiffre d'affaires. Et donc, ce qu'il faut retenir, une fois qu'on a compris ce que c'est que la marge sur coût variable et le taux de marge sur coût variable, c'est que le seuil de rentabilité se calcule en divisant les coûts fixes par le taux de marge sur coût variable. Donc, voilà la formule qu'il vous faut retenir et appliquer pour déterminer le seuil de rentabilité de votre entreprise. Et attention, il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir votre seuil de rentabilité juste en faisant la somme de vos coûts variables et de vos coûts fixes. Parce que le niveau de coûts fixes et de coûts variables que vous avez aujourd'hui correspond au chiffre d'affaires que vous avez aujourd'hui. Or, aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément à votre seuil de rentabilité et donc, si le chiffre d'affaires bouge, les coûts aussi vont bouger. Donc, voilà. Sachant que ça, c'est la formule qui permet de déterminer le montant de chiffre d'affaires qui permet de couvrir les charges, mais il y a également d'autres déclinaisons du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité peut également se calculer en pourcentage du chiffre d'affaires. Pour ça, il suffit de diviser le montant qu'on a trouvé pour le seuil de rentabilité par le chiffre d'affaires actuel de l'entreprise. Et ce taux-là nous permet de savoir quel pourcentage de notre chiffre d'affaires actuel il nous faut pour atteindre le seuil de rentabilité. Plus le pourcentage sera faible, mieux ce sera pour l'entreprise parce que ça voudra dire qu'elle est plus solide et il faudra qu'elle subisse un choc important avant de perdre de l'argent. Si j'ai un taux de seuil de rentabilité à 25%, c'est mieux que si j'en ai un à 75%. Parce que si j'ai un seuil de rentabilité à 75%, ça veut dire qu'il suffit que je perde 25% de mon chiffre d'affaires et je ne serai plus rentable. Je vais perdre de l'argent. Par contre, si mon taux de seuil de rentabilité est à 25%, ça veut dire qu'il faut que je perde 75% de mon chiffre d'affaires avant de perdre de l'argent. Et donc, pour qu'une entreprise perde 75% de son chiffre d'affaires, c'est quand même une situation exceptionnelle, un choc violent. Donc, à moins qu'on se retrouve en période de COVID, je dirais un taux inférieur à 50% est assez raisonnable et permet à l'entreprise d'être plus sereine, plus souple et plus résiliente. OK? Ensuite, on peut aussi calculer le nombre de jours qu'il nous faut dans l'année ou dans le mois pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc, si on est dans une logique annuelle, la formule qu'on va utiliser pour calculer le nombre de jours qu'il faut pour atteindre le seuil de rentabilité, c'est le taux de seuil de rentabilité multiplié par 365 jours. Si on est dans une logique mensuelle, on va multiplier ce pourcentage par 30 jours. Et ça permet de savoir à quelle date, dans l'année ou dans le mois, on pourrait atteindre le seuil de rentabilité. Ces formules marchent plus particulièrement pour les entreprises qui ont une activité assez régulière parce que ça prend en compte un niveau d'activité moyen par jour. Et la toute dernière formule qu'on va voir maintenant, c'est comment calculer la quantité à produire et à vendre lorsqu'on a un produit unique pour pouvoir atteindre le seuil de rentabilité. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour connaître mon chiffre d'affaires, il me suffit de multiplier la quantité que j'ai vendue par mon prix de vente unitaire. Et donc, quand je suis au seuil de rentabilité, c'est la même chose, je multiplie la quantité par le prix. Et donc, si je veux trouver la quantité qu'il me faut vendre, il me suffit de diviser le montant de chiffre d'affaires qui représente le seuil de rentabilité par le prix de vente unitaire. Est-ce qu'il y a des questions sur toutes ces notions qu'on vient de voir? N'hésitez pas à lever la main ou à intervenir dans le chat. Pas de questions? Tout ce que j'ai dit a été limpide? D'accord. Alors, répétez la dernière formule. Donc, la dernière formule, je disais que pour calculer la quantité à vendre,
il fallait diviser le montant obtenu pour le seuil de rentabilité par le prix de vente unitaire. Pourquoi? Parce que de manière générale, on a le chiffre d'affaires qui est égal à la quantité fois le prix. Alors, donc, normalement, chiffre d'affaires égale quantité fois prix. Ça, c'est la formule de base pour calculer mon chiffre d'affaires. Je sais que j'ai vendu tant d'unités et que je les ai vendues à, par exemple, j'ai vendu 30 unités, je les ai vendues à 50 000 francs. Donc, je vais avoir un chiffre d'affaires de, alors, 50, 1,5 million, c'est bien ça? Je crois, hein, si je n'ai pas fait d'erreur. Après, du coup, si je suis au seuil de rentabilité, la formule va se transformer en seuil de rentabilité égale Q étoile. Alors, du coup, je ne vais peut-être pas utiliser l'étoile comme ça, mais plutôt ça. Égale Q étoile. Q étoile, c'est la quantité qui nous permet d'atteindre le seuil de rentabilité fois le prix. Et donc, à partir de là, pour obtenir la quantité, il nous suffit, en fait, de faire passer le prix de l'autre côté. Donc, on divise le seuil de rentabilité par le prix unitaire. Est-ce que c'est plus clair? Mariada? Ah oui, non, c'était Jaë, pardon. OK. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, donc, là, on vient de voir l'ensemble des notions que je voulais qu'on voit ensemble aujourd'hui par rapport à la création de richesse de l'entreprise. Donc, maintenant, avant qu'on passe aux questions, donc, si effectivement les éléments que vous avez vus aujourd'hui vous ont apporté quelque chose et vous ont donné envie d'en savoir plus pour pouvoir avoir les outils concrets pour améliorer la rentabilité de vos entreprises et améliorer votre excédent brut d'exploitation et votre résultat net. Donc, la prochaine étape, ce serait de suivre la formation complète, créer de la richesse pour votre entreprise. Et globalement, on aura la première partie sur la compréhension de la structure financière de votre entreprise, où on va revoir les notions qu'on a vues ensemble aujourd'hui. À celle-là, on va ajouter les états financiers de l'entreprise et surtout, on va faire pas mal d'exercices pour vous permettre de mieux intégrer ces éléments en les mettant en pratique et de les ancrer dans vos propres réalités. Ensuite, il y a le deuxième module qui porte sur l'amélioration de la rentabilité de l'entreprise. Et finalement, le dernier module qui porte sur la maîtrise des coûts, parce que si vous ne maîtrisez pas vos coûts, tous vos autres efforts seront inutiles. Donc, concrètement, la prochaine session aura lieu au mois de novembre, donc les 12, 19 et 26 novembre. Et sachant que aujourd'hui, si vous vous inscrivez maintenant, vous pourrez accéder à cette formation pour 100 000 francs, sachant que c'est une formation qui a une valeur d'au moins 450 000 francs. Donc, je compte sur vous pour poursuivre l'aventure et je reste à l'écoute de vos questions. Alors, donc, allez-y pour les questions. Mariada disait qu'il y aurait des questions. Donc, Mariada, n'hésite pas à nous poser tes questions. Ou lever la main. Il n'y a pas de questions?
Alors, qu'est-ce que... D'accord, Jaël, tu peux y aller. Alors, j'ai 2 questions. Oui. La première est, est-ce que tu recommandes tes formations sur la finance à une entreprise qui existe déjà ou plutôt Oui. à une entreprise qui va se créer? Ça, c'est la première question. D'accord. OK. La deuxième question, c'est est-il possible, à partir de cette formation-là, d'envisager de quitter une activité informelle vers une activité formelle, ou faut-il vraiment être dans une activité formelle avec des états, etc., pour vraiment en bénéficier de façon optimale? OK. Alors, le premier point, est-ce que c'est plutôt pour des gens qui sont en activité ou des gens qui ont déjà leur entreprise ou pas? J'allais dire, ce qui est sûr, c'est que quand on a déjà son entreprise, on vient déjà avec ses propres problématiques et du coup, les choses font un peu plus sens. On se situe par rapport à nos coûts et on voit les erreurs qu'on faisait avant, les choses qu'on faisait mal et on voit les corrections à mettre en œuvre. Donc, c'est ça l'avantage d'avoir déjà son entreprise. Après, pour quelqu'un qui est porteur de projet, bah, ça peut aider aussi à structurer au départ l'entreprise et justement, notamment avec toutes ces notions d'investissement, coût fixe, coût variable et coût direct qu'on a pu voir, bah, la personne qui a son idée de projet et qui est en train de la structurer, bah, ça lui permettra d'avoir ces notions-là et de savoir bah, au moment où elle monte son business plan, etc., bah, enfin déjà d'identifier tous ses coûts, de pouvoir bien les catégoriser, d'évaluer tout ce qui est lié au seuil de rentabilité de son entreprise et de créer son modèle économique. Et j'allais dire, toutes ces notions-là permettent aussi de voir bah, quelle est la viabilité de l'entreprise en tant que telle. Parce que bah, c'est une fois qu'on a compris comment on évalue la création de richesse qu'on peut voir si l'idée d'entreprise qu'on a vaut la peine ou pas. Est-ce qu'elle nous permet effectivement de créer de la richesse ou est-ce qu'on ferait mieux de passer à autre chose, de chercher une autre idée, un autre projet. Et la deuxième question, alors, la deuxième question. Est-ce qu'on peut quitter l'informel vers du formel si on assiste à cette formation-là? Est-ce que tu recommandes en fait à quelqu'un qui est dans l'activité informelle, qui aimerait se structurer, mais qui en fait n'a pas les moyens d'avoir un comptable, hein, pour être clair, mais quand même envisagerait d'avoir des calculs, même si c'est sur de l'Excel, sans avoir un logiciel comptabilité, pour vraiment pouvoir mesurer, voilà, c'est ça en fait l'idée, quoi. Alors oui, bien sûr, je recommanderais à quelqu'un qui n'est pas encore formalisé parce que justement, bah, ça permet justement, l'idée ici, c'est pas de faire des experts financiers ni de travailler qu'avec des gens qui sont extrêmement structurés dès le départ, mais c'est de donner des éléments pour que chacun puisse commencer à construire sa propre structure et à s'évaluer avec ou sans l'aide d'un financier, avec ou sans logiciel. J'allais dire, là, ce qu'on voit, n'importe qui peut réutiliser ces informations-là. Regardez, donc aujourd'hui, voilà où j'en suis. Et donc, voilà mes différents coûts, voilà comment ils évoluent. Et à partir de là, suivre ces indicateurs de marge brute, excédent brut d'exploitation, etc. et travailler sur la maîtrise de ces coûts. Parce que ces enjeux-là, ils sont présents, quel que soit le niveau de formalisation de l'entreprise. Ça va? Merci, c'est très clair. Merci beaucoup. OK, super. Donc, j'ai juste partagé le lien Bitly dans le chat pour que vous puissiez vous inscrire si vous le souhaitez. Et j'espère que ce sera le cas pour certains d'entre vous à minima. Et donc, il y a Ousseynou qui voulait prendre la parole aussi. Oui, Adolé, je voudrais savoir si, en plus de la formation, tu agis en tant que cabinet comptable et financier avec un volet éventuellement conseil en business development pour les entreprises avec lesquelles tu interagis, quoi. OK. Alors, merci Ousseynou pour la question. Donc, alors, j'interviens non pas en tant que comptable parce que enfin, j'ai pas un profil comptable. Hein. Un profil comptable, ça suppose de connaître les différents comptes comptables, etc. Et bon,
de les ranger. Moi, je suis plutôt dans la phase analyse, dans la phase financière, où je travaille sur l'interprétation financière et l'orientation stratégique à partir de ces informations financières-là. Donc oui, je peux accompagner des entreprises dans la structuration de leur modèle économique, dans l'évaluation de leur performance financière et dans l'amélioration de cette performance aussi, justement. D'accord, merci. Merci à toi, Ousseynou. Donc, Marie-Ada demande si je partagerai le replay. Je pense que je vais essayer de le mettre sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, entre-temps, j'ai partagé un petit sondage avec vous. Alors, il y a 6 d'entre vous qui ont déjà répondu. Et donc, j'espère avoir votre retour et j'espère que vous avez apprécié ce webinaire, ce moment qu'on a partagé ensemble. En tout cas, moi, j'ai apprécié la qualité des échanges et j'espère que tout ça, ça vous aura motivé pour aller plus loin et devenir acteur de la création de richesse de vos entreprises. Donc, comme je disais, j'ai partagé le lien d'inscription avec vous pour la prochaine formation. Ce sera la dernière de l'année, a priori. Et après ça, il devrait y en avoir d'autres l'année prochaine. Donc, après, là, vous avez accès à un tarif préférentiel. Les tarifs vont certainement évoluer aussi l'année prochaine. Donc, c'est le moment d'en profiter. Et n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour réserver vos places parce que le nombre de places est limité. Et après, régler avant la date butoir. Donc, si vous avez d'autres remarques, d'autres commentaires, n'hésitez pas. On peut encore prendre quelques minutes avant de clôturer. Merci à vous. OK. Donc, apparemment, il n'y a pas d'autres remarques ou questions. Donc, on va clôturer la séance. Merci encore pour votre participation que j'ai beaucoup appréciée. Et puis, bonne continuation et à très bientôt, j'espère. Bonne soirée à tous. Au revoir.